Merci beaucoup, Bibiana. Bon matin à tout le monde. Merci d'être présent. Je vais oser parler pour Émilie et moi. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui puis de rencontrer l'ensemble de toutes les belles personnes qui sont ici. Donc, on vous présente une courte conférence sur l'EDI en lien avec la réussite étudiante aujourd'hui. Bon, si c'est un appel important, on ne le saura pas. Donc, petit plan de la présentation. Donc, on se présente, on va parler, dans le fond, on va travailler chacun des concepts séparément pour ensuite faire le lien. Diversité, réussite, équité, inclusion. On termine par les voies de l'EDI, qui sont un peu des pistes d'action concrètes. Et on termine ça avec une petite clôture. Donc, sans plus attendre, je nous présente rapidement. Donc, mon nom est Audrey Bouchard-Lachance. Je travaille à l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur et je suis responsable de la mobilisation des connaissances. Il y a aussi, là, je pense, c'est Annie-Claude qui suit. Elle ne pouvait pas être présente, mais c'est notre collègue qui nous a aidé à développer, qui a animé la présentation au colloque de la QPC en juin dernier. Donc, Annie-Claude Prudhomme, qui est conseillère à la Fédération des cégeps, en fait, au carrefour de la réussite au collégial. On la salue. Et finalement, Émilie Doutreloup. Ben, en fait, je peux te laisser te présenter ou... Allô. Oui, moi, je suis Émilie, donc professeure en éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire en leadership en EDI, en éducation. Mais j'en profiterai pour dire que Audrey et moi, en fait, on vient du collégial. Alors, on se sent vraiment à l'aise aujourd'hui, on se sent à la maison d'être parmi vous. Et puis, ça nous fait d'autant plus plaisir là, de venir présenter une animation qu'on avait présentée à la QPC l'année dernière. Donc voilà pour les présentations. Donc en fait, on commence tout de suite avec la diversité. C'est Émilie qui va nous entretenir. On est très consciente qu'on est parmi plein de gens qu'on n'a pas à convaincre là, des vertus de l'équité, la diversité, l'inclusion. Notre objectif, en fait, aujourd'hui, c'est juste de mettre la table pour les deux prochaines journées, qu'on ait un vocabulaire commun, qu'on se remémore, parce que peut-être qu'on a plusieurs dossiers, donc qu'on se remette vraiment dans le bain de l'équité, la diversité, l'inclusion, et puis que ça puisse susciter des échanges. Donc, on fait un petit rappel des différents concepts. Peut-être que nous, on les voit d'une manière différente. En fait, on se base sur un superbe dossier thématique que vous avez dû prendre connaissance, qui a été publié par l'ORES au printemps dernier, en mars dernier. Donc, notre présentation est basée là-dessus. Alors, quand on parle de diversité, moi, je vous propose ici qu'on l'aborde sous l'angle de la diversité en salle de classe. Il y a plusieurs manières de voir la diversité. On peut la voir d'une manière individuelle, donc plus catégorielle, avec des catégories de personnes. C'est un petit peu ça ici que je vous montre. On peut voir la diversité aussi sous un angle plus contextuel, donc de voir les obstacles, en fait, qui vont créer la diversité. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes sont égales, si on veut, et finalement, certains obstacles sur le chemin vont faire que ça va faire émerger la diversité. On peut voir aussi la diversité d'une manière plus sociale, en disant que ce sont des causes sociétales, en fait, qui créent la diversité. Par exemple, la pauvreté, la guerre, donc ce serait un état social, une manière de voir la diversité. Là, je vous ramène à la manière la plus simple. Souvent, c'est la porte d'entrée quand on parle de diversité. Donc, d'y aller par l'identification de différents groupes. Donc, on est tous dans le milieu de l'éducation. Des fois, on doit se le rappeler, on est là pour les étudiants, les étudiantes. Et au sein de la population étudiante, il y a toute une multitude de diversité. Moi, je me promène dans les cégeps, dans des endroits où on me dit « Ah, chez nous, il n'y a pas de diversité. Puis là, je me dis « Mais c'est impossible. Il doit bien y avoir des personnes étudiantes de première génération. » Donc, peut-être que vous vous reconnaissez. Je ne demande pas à personne de lever la main. Quand moi, je donne des cours, je fais un petit sondage anonyme, donc pour être capable de repérer
Les étudiants et étudiantes de première génération, par exemple, donc ceux et celles pour qui ils sont les premiers de leur famille à être aux études supérieures, que ce soit au cégep ou à l'université. De savoir ça, bien, ça me piste, moi, comme professeur, parce que les personnes étudiantes de première génération ont des caractéristiques communes et des choses qu'on doit savoir pour être capable d'user d'équité, si on veut, en salle de classe. Par exemple, les personnes étudiantes de première génération, bien, ce sont des personnes qui peut-être sont moins à l'aise avec l'administration, mais d'un autre côté, ce sont des personnes extrêmement débrouillardes. Donc, c'est bien de connaître certaines caractéristiques. On peut aussi avoir des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. Ça, il y en a énormément dans les collèges, dans les universités, certains avec ou certains sans diagnostic. Donc, c'est bien de savoir, en fait, à qui on s'adresse. On peut vivre avec un handicap aussi. Un handicap qui peut inclure un handicap invisible. Donc, moi, je ne suis pas une personne spécialiste de la question, là. Je viens juste de balayer du regard. Je sais qu'il y en a plein qui sont spécialistes. Mais on inclut aussi dans les situations de handicap aussi les situations de santé mentale. Les personnes dont le français n'est pas la première langue, donc des personnes allophones aussi, ont certaines caractéristiques, ont certains droits aussi qui sont bien de connaître, comme de pouvoir utiliser en tout temps un dictionnaire de traduction. Donc, c'est bon de savoir si on a des personnes allophones dans nos classes. Moi, les recherches que je fais portent beaucoup là, sur la situation des personnes allophones. On peut avoir des personnes issues de immigration récente ou immigration de plusieurs générations, aussi vont partager certaines caractéristiques. Des personnes qui ont des responsabilités familiales, il y en a de plus en plus. Dans les dernières recherches que j'ai pu faire, les personnes qui sont parents ou les personnes qui doivent s'occuper de leurs parents nous disent souvent vivre plusieurs difficultés au collégial ou à l'université. Avoir des difficultés d'accès à certains services, de ne pas se sentir nécessairement considéré dans l'image ou même dans ce qui est offert au cégep ou à l'université. Il peut y avoir aussi des personnes autochtones ou métisses, inuits. C'est bon de toujours avoir en tête qu'il y a des personnes autochtones dans nos groupes ou dans les comités qu'on anime, sans nécessairement avoir besoin qu'elle ou il s'identifie, donc que ce soit quelque chose qui soit plus naturel. Et aussi, bien, une chose bien importante, c'est pour toutes ces personnes, de jamais, en fait, considérer qu'ils peuvent représenter la majorité. Donc, de ne pas leur passer le micro en disant « Que pensent les communautés autochtones sur tel ou tel sujet? » Donc, de savoir, de toujours prendre pour acquis qu'il y a cette diversité-là. On peut avoir des personnes aussi qui s'identifient à la large communauté LGBTQ+. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait en salle de classe avec ça? Bien, de savoir que ce sont des personnes qui vivent plusieurs problématiques de santé mentale dues justement à la discrimination qui va mener éventuellement à du décrochage. Donc, d'être capable d'identifier ou de faire en sorte que toutes les personnes se sentent à l'aise dans nos classes ou dans les comités qu'on peut animer. Même chose pour les personnes neuroatypiques. Donc, on parle de plus en plus, là, j'ai mis neuroatypique, on peut parler de neurodivergente aussi. Donc, on parle de tout ce qui est de la neurodiversité. On en entend parler de plus en plus. Et je trouve que c'est fantastique d'essayer de comprendre le monde d'un autre point de vue. Et finalement, les personnes qui occupent un emploi à raison de 15 heures et plus par semaine, ça peut être intéressant de savoir ça. Dernièrement, on entend beaucoup parler de la précarité auprès des populations étudiantes. Donc, d'avoir en tête aussi, si on a 80% de nos étudiants et étudiantes qui occupent un emploi, bien, peut-être que d'offrir seulement des travaux d'équipe, ça peut être problématique justement pour trouver le temps de s'organiser à l'extérieur des heures de classe. Donc, de considérer cette diversité-là, ça nous amène
à considérer justement des multiples identités qu'on peut avoir. Vous connaissez sans doute la roue de l'intersectionnalité qui nous rappelle deux choses, je vais en nommer juste deux aujourd'hui, qui nous rappelle que chaque personne a plus qu'une identité, en fait. Donc, je peux être une étudiante de première génération, mais je peux être aussi issue de l'immigration. Je peux être aussi une personne racisée. Bref, on peut vivre à l'intersection de plusieurs identités et c'est important de prendre en compte que plusieurs identités amènent aussi une multiplication des systèmes d'oppression. Donc, chacune de ces identités-là peut venir avec des problématiques, en fait, sociétales là, qui peuvent les causer. La roue de l'intersectionnalité, en plus de nous rappeler qu'on partage plusieurs identités, elle nous rappelle aussi qu'il y a certaines identités qui vont nous octroyer plus de pouvoir que d'autres. Donc, vous voyez, plus près du centre vous vous trouvez, plus ces caractéristiques identitaires-là vous octroient un pouvoir. Et contrairement, plus on va vers les extrémités, plus on est vers la marginalisation. Bon, là, on s'entend que ça, c'est très culturel aussi. On pourrait être dans une autre culture et puis certains de ces pouvoirs et marginalisation pourraient être inversés. Il y a la directrice de l'ORES, Julie, là, qui n'est pas avec nous, qui devrait se joindre un peu plus tard, qui nous disait qu'elle utilise la roue de l'intersectionnalité aussi pour cartographier aussi dans son équipe de travail la diversité, en fait, parce qu'on dit souvent que c'est bien la multiplication des points de vue, mais des fois, c'est dur de savoir dans notre équipe quels sont les angles morts. Donc, en utilisant la roue de l'intersectionnalité, de dire, ah tiens, on se rend compte qu'on est pas mal tous dans telle zone de la roue. Peut-être que la prochaine fois qu'on cherche une collègue, on pourrait essayer d'aller voir dans les zones là, qui sont moins présentes. Donc, vous voyez, on parle de diversité. Je suis allée vers une diversité là, qui est plus catégorielle, qui est plus individuelle. Par contre, quand on veut tendre vers l'éducation inclusive, c'est vraiment recommandé de oui, connaître la diversité là, sous cet angle-là, mais de tendre le plus possible là, vers une analyse plus contextuelle ou sociale de la diversité. Donc, j'enchaîne avec le concept de réussite, puis on s'entend, il pourrait y avoir des millions de définitions de ce qu'est la réussite, mais là, dans le cadre de notre présentation, on en présente une seule, parce qu'on n'aurait pas tout le temps nécessaire. Donc, on avait choisi la conception de la réussite qui avait été révisée par la Fédération des cégeps en 2021, si je ne m'abuse, qui était de conduire, je vais dire la personne étudiante, là, pour éviter les parenthèses, conduire la personne étudiante jusqu'à une qualification de l'ordre collégial. Évidemment, la Fédération des cégeps parle de l'ordre collégial seulement, mais faites-les remplacer par d'autres mots dans votre tête, dans un environnement éducatif stimulant, inclusif et bienveillant. Et c'est ça, à l'ORES, en fait, Émilie l'a bien souligné, là, on s'était penché sur le lien entre EDI et réussite étudiante. Donc, de quelle façon différents aspects de l'EDI peuvent influencer positivement ou négativement la réussite des populations étudiantes. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant dans la définition de la Fédération des cégeps, c'était justement que le mot stimulant, ça ramenait au fait qu'il faut prévoir dans notre enseignement, dans notre pédagogie, des défis qui sont diversifiés, donc qui peuvent être stimulants pour différentes personnes qui ont différents intérêts ou objectifs en lien avec notre cours. Donc, il faut toujours garder ça en tête pour favoriser leur réussite. Le mot inclusif, bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais donc, on est conscient, comme Émilie disait, qu'on s'adresse à une diversité de personnes dans nos classes qui ont des caractéristiques visibles ou invisibles et surtout des besoins extrêmement variés. Donc, toujours garder ça en filigrane lorsqu'on planifie nos cours. Et finalement, l'aspect bienveillant, en fait, de l'environnement éducatif, c'est de comment, moi, comme personne enseignante, j'arrive à créer un climat propice aux études, pas seulement pour moi, pas seulement pour la majorité, pour l'ensemble des personnes. Donc, comment, par l'attitude que je dégage, par les mots que j'emploie, par les règles de classe que je mets en place dès le début d'une session, comment je favorise le fait que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde puisse prendre la parole avec le même niveau
ou à peu près de confiance et se sentent en sécurité, en fait, que la salle de classe soit un safer space, là, un endroit plus sécuritaire possible. Donc, voici un peu. Et le lien qu'on faisait avec l'EDI, c'est vraiment, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image tirée du dossier de l'ORES, mais c'est vraiment, ça provient du cerveau d'Émilie, là, vraiment. Là. Ben, c'est comme ça on a juste mis des images dessus. Donc, elle voyait vraiment l'EDI comme étant un chemin, un parcours qui commençait à la reconnaissance de la diversité. Donc, un peu ce qu'elle vient de vous parler, de toujours être conscient de la diversité qui nous entoure, qui nous habite. Et donc, pour laquelle on va mettre en place différentes mesures qui visent l'équité entre les personnes, puisqu'on ne part pas tous de la même place, on a différents niveaux de pouvoir selon nos identités. Et le but étant évidemment l'inclusion de toutes les personnes, que tout le monde fasse partie du même groupe, se sente bien. Et c'est un peu je dirais une condition à la réussite de tout le monde, bien, c'est justement la création d'un espace le plus inclusif possible. Donc, c'est ça le lien qu'on faisait dans notre dossier par rapport à l'EDI et la réussite, c'est que c'est comme une condition un peu sine qua non. Si on veut viser la réussite de toutes les populations étudiantes, bien, il faut passer par le parcours de l'EDI pour espérer atteindre, dans la mesure du possible, là, la réussite de nos populations. Donc, voilà un peu. Je te repasse la parole. Oui. Alors, toujours dans cette même logique-là, hein, de la reconnaissance de la diversité comme point de départ, on s'en va directement à notre objectif, en fait, qui est celui de l'inclusion. Donc, pour garder en tête, en fait, quel est notre objectif. Ensuite, on peut voir quels sont les différents chemins qui peuvent nous amener à l'inclusion. Mais donc, qu'est-ce que c'est l'inclusion? Là encore, on peut le voir là, sur différents angles. Dans mes cours, je parle qu'on peut voir l'inclusion sous un angle personnel, alors c'est-à-dire la personne incluse. On peut voir aussi l'inclusion sous l'angle de la personne inclusive, donc personne incluse, personne inclusive, et aussi sous l'angle de l'établissement inclusif. Dans le document de l'ORES, on rappelle que l'inclusion au niveau institutionnel, en fait, la plus grande caractéristique, en fait, c'est que c'est à l'établissement à s'adapter à la diversité des populations étudiantes et non pas le contraire. Donc, si c'était le contraire, on serait plus dans une dynamique d'intégration. Mais je sais que vous savez toutes ces choses-là, mais on fait juste se les rappeler là, entre nous. L'inclusion, donc, si on est plus vers le sentiment, en fait, de la personne qui se sent incluse, mais c'est un sentiment qui est magnifique et qu'on devrait toujours garder en tête parce que c'est ça notre objectif, c'est que les gens se sentent incluses. Donc, une personne qui se sent incluse, elle va se sentir qu'on valorise son unicité, elle va se sentir interreliée avec les autres, elle va se sentir épanouie, elle va se sentir en sécurité. Donc, c'est ça, en fait, qu'on a en tête quand on travaille en EDI. Et j'aime bien ce tableau qui sort là, de la tête d'une personne que j'admire beaucoup et qui avait été repris dans le dossier de l'ORES, où, sans parler du tableau au complet, on peut bien voir que l'inclusion se trouve à l'intersection, en fait, entre un très fort sentiment d'appartenance et aussi une forte valorisation du caractère unique. Donc, pour se sentir inclus dans un établissement, bien, il ne suffit pas seulement de sentir que, comme je vous disais, qu'on se sent inclus, qu'on valorise notre unicité, mais aussi, il faut que l'établissement travaille à développer le sentiment d'appartenance. Donc, c'est cette combinaison-là des deux, en fait, qui caractérise l'inclusion. Ah, c'est encore moi, c'est vrai, excusez-moi. Alors, un petit rappel, donc, encore de notre parcours de l'EDI. On a parlé déjà de la diversité, on a parlé de l'inclusion. L'inclusion, vous voyez le modèle ici où
On n'est pas dans un cercle uniforme, un cercle parfait. Les contours se sont adaptés à la diversité qui est à l'intérieur. Et maintenant, comment on fait pour s'y rendre? Bien, il y a plusieurs voies pour se rendre de la diversité vers l'inclusion, et ce sont différentes voies qui favorisent l'équité. Il peut y avoir autre chose que l'équité là, qui nous permette de se rendre de la diversité à l'inclusion, comme l'universalité, par exemple. Mais dans notre cas aujourd'hui, on va juste te rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est l'équité. Hein, parce que souvent, on parle de DI comme si c'était une chose, mais de décortiquer les concepts, là, ça nous aide. Donc, l'équité, comme le disait Bibiana tantôt, en fait, c'est la recherche du juste, hein? La fin des discriminations, une justice sociale, une justice scolaire, si on est dans le milieu de l'éducation. L'équité aussi, ça implique qu'on ne va pas traiter toutes les personnes de la même manière. Ça aussi, ce sont des choses que vous savez. On va les traiter selon les besoins. Donc, on va pas donner le même traitement à tout le monde. Ce ne sera pas un traitement égal. Bon, cette image-là que j'adore, alors, qui nous explique un peu la différence entre l'équité et l'égalité. Hein, on utilise l'image avec les personnes qui veulent voir un match, je ne sais pas, de baseball ou de sport. Moi, j'aime bien cette image-là. Tiens, je vous parle de l'image qu'on n'a pas mise, là, celle avec les clôtures. Vous l'avez en tête, là? Hein, avec les petits bancs. Bon. Dans cette image-là, souvent, on a l'impression que l'équité est atteinte parce qu'on a donné des petits bancs un petit peu plus haut à des personnes pour que tout le monde puisse voir la partie de baseball au-dessus de la clôture. Mais dans ma perspective à moi, si vraiment il y avait équité, bien, premièrement, il n'y aurait pas de clôture. Puis deuxièmement, bien, tout le monde serait assis dans les estrades ensemble aussi. Donc, juste pour vous dire, je la trouve un petit peu problématique, cette image-là, des fois. Alors, Laurès a imaginé cette magnifique image avec des plantes. Donc, vous pouvez voir, au niveau de l'égalité, on a 3 plantes différentes, mais qui sont les 3 dans un pot qui est le même. Et elles reçoivent toutes la même quantité de soleil et d'eau. Donc, ça, c'est l'égalité. Hein, on met tout le monde dans un même environnement et puis à tout le monde, on lui donne les mêmes soins. Tandis que quand on parle d'équité, vous voyez, les 3 plantes différentes vont être dans un pot qui est adapté à leurs besoins et vont recevoir une quantité d'eau et de pluie adaptée aussi à leurs besoins. Bon, là, j'entends déjà les gens qui disent « Mais c'est impossible de connaître tout le monde puis d'être capable de leur offrir. » Bon, à l'enseignement supérieur, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que nos étudiants, les étudiants, étudiantes, les gens avec qui on travaille connaissent aussi leurs besoins de plus en plus. Et en fait, une bonne manière de pouvoir faire de l'équité, c'est simplement d'offrir plusieurs possibilités. Donc, chacun peut aller choisir son propre pot, puis la quantité d'eau dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir. Il y a encore beaucoup de confusion entre l'équité et l'égalité. Puis c'est normal parce qu'à la base, la racine latine de équité et d'égalité était la même. Donc, dans la langue qu'on utilise pendant de très nombreux siècles, en fait, c'était le même mot qui, finalement, s'est séparé. Équité, égalité, les deux recherchent la justice, mais vont s'y prendre d'une manière différente. On est rendu aux voies de l'EDI. Quelques suggestions, en fait. Probablement que ce sont des choses que vous faites déjà. Donc, ce sont des voies qui nous permettent là, de nous rendre vers l'inclusion, donc des voies d'équité. Favoriser l'expression des différences individuelles. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Bon, tout le monde va lever la main. Oui, bon. Favoriser l'expression des différences individuelles, c'est un principe là, qui est vraiment ancré dans la conception universelle de l'apprentissage. Donc, de favoriser les différents modes d'expression. C'est à ce moment-là que j'ai besoin de mes notes. Voilà. OK, merci.
Ensuite de ça, proposer à nos collègues des activités de développement professionnel qui vont nous permettre de réfléchir sur nos propres préjugés puis les effets dans la vie scolaire. Donc, plusieurs personnes d'entre vous ici faites partie d'équipes où est-ce qu'il y a du développement professionnel ou même peut-être que vous organisez des occasions de développement professionnel. Pas besoin d'attendre d'avoir un événement sur le DI pour d'aborder les questions parce que ce sont des questions qui sont très versatiles, qui peuvent s'intégrer dans plusieurs occasions. Inviter les étudiants et étudiantes à faire des choix individuels qui vont convenir à leur façon d'apprendre et puis qui puissent se fixer eux-mêmes des objectifs d'apprentissage personnel. Encore ici, on parle de diversifier les moyens d'engagement. Et puis aussi, quand on pense à la conception là, de la motivation, le fait d'avoir un sentiment de contrôlabilité, donc de moi-même choisir quel travail je vais remettre ou dans quelle version je vais le remettre, ou d'aller choisir un texte, par exemple, ou d'aller choisir cet après-midi la conférence à laquelle vous allez participer, bien, ça donne un sentiment de contrôlabilité, puis c'est super motivant. On en a d'autres voies, comme encourager notre établissement à recueillir des données qui permettent d'identifier et d'agir sur les écarts entre les groupes. Hein. Ça, c'est recommandé dans la charte Dimension, c'est recommandé dans nos politiques EDI, donc d'être capable de recueillir des données, mais aussi de les comprendre, de les comparer d'une année à l'autre, de faire quelque chose avec ces données-là. Examiner le matériel qu'on utilise pour déceler la présence de préjugés. Donc, ici, on est dans du préventif, mais on est aussi dans l'action. Donc, de se dire que on s'auto-évalue, on auto-évalue notre matériel et puis qu'on intervient tout de suite si on voit quelque chose qui est discriminatoire. Encourager les collègues et les étudiants à interagir entre eux et puis à interagir avec moi. Ici, on se replonge là, dans les principes de l'apprentissage coopératif, par exemple, où vraiment les interactions sont valorisées et ça nous permet aussi d'être, si je reprends là, le cadre de l'équité là, de Claudie Solar, que j'aime beaucoup, de sortir du silence, de sortir de l'invisibilité, donc en favorisant les interactions. Donc, là, on vient de parler, Émilie vient de parler plus en classe, en situation là, pour les personnes enseignantes, même si certaines voix pouvaient s'appliquer aussi au-delà de la classe. Donc là, on a essayé de porter un regard un peu plus sur les établissements desquels on fait tous et toutes partie, probablement. Donc, d'offrir un accès à l'éducation équitable en insufflant souplesse et créativité. Ce qui n'est pas facile, j'en conviens, là, dans certains établissements qui ont des cultures, des historiques bien établis. Là, mais de toute façon, les programmes d'études donc sont en constant... moi, je peux dire ça, on les repense et on les retravaille assez régulièrement. Donc, essayer de donner de la flexibilité pour que les personnes étudiantes qui vivent toutes sortes de situations, dont plusieurs là, sont en retour aux études, par exemple, ou ont des responsabilités familiales. Donc, il va falloir que les parcours d'études puissent s'adapter à différentes réalités pour ne pas compromettre la réussite de ces personnes-là qui ont d'autres chapeaux là, dans leur vie à porter. Donc, comment on repense l'accompagnement des personnes étudiantes. Ça aussi, c'est en train de se faire dans plusieurs établissements, là, mais d'offrir un modèle unique de certains services pour un étudiante type qu'on pense qu'il ne travaille pas puis qu'il est au cégep ou à l'université à temps plein. Bien, il y en a de moins en moins de ces étudiants-là, je dirais, professionnels. Là. De plus en plus, les étudiants ont plusieurs projets, plusieurs responsabilités à l'extérieur de leurs études. Que les établissements s'adaptent à l'ensemble des besoins des élèves, donc un peu comme dans ce que Émilie disait là, au sens de la classe. Donc, adapter les encadrements, les politiques d'accueil, de pédagogie. Certains établissements là, ont fait des projets pilotes dans les dernières années, des programmes de pédagogie de première session. Donc, de prendre le temps, dans le fond, à même les programmes d'études, de bien, pas circonscrire, mais de bien faire un état de situation sur quelles sont les personnes étudiantes qui se trouvent dans la classe, dans le programme, dans le collège ou l'université, et d'ajuster un peu nos façons de faire
faire souvent, ça passe par les questionner. Donc, de les asseoir aux mêmes tables que les personnes qui prennent des décisions dans les établissements, donc que leur voix soit portée. Évidemment, ça passe souvent par les associations étudiantes, mais pas que. Donc, de trouver des occasions où toutes les personnes qui étudient dans l'établissement puissent apporter un peu, insuffler un peu leur voix. Ensuite, recherche de solutions collectives pour répondre aux besoins individuels. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire là, que la diversité, c'est souvent une richesse. Et donc, ça prend la diversité, comme je disais, autour des tables pour amener des points de vue différents, des solutions différentes auxquelles les personnes en place n'ont pas nécessairement pensé. Donc, il faut qu'il y ait une volonté quand même institutionnelle des différentes directions, des départements des services, d'offrir, d'inviter aux tables des personnes qui vont apporter des solutions différentes, des points de vue différents. Et évidemment, il est extrêmement difficile de répondre aux besoins de tout un chacun en tout moment, mais évidemment, c'est un processus, comme on l'a montré par l'image, donc on tend vers l'inclusion et un jour, on le souhaite qu'on aura de moins en moins besoin d'en parler parce que ça va devenir naturel dans la culture des organisations. Tirer profit de la diversité culturelle et sociale, la concevoir comme une richesse, je viens un petit peu de le dire, donc comment on la favorise, comment on la visibilise, comment on élargit nos activités socioculturelles, les activités de la vie étudiante, etc. Donc, comment on prend ça en considération dans l'organisation. Et finalement, s'intéresser au développement d'une société plus juste. Là, c'est vraiment plus un rôle, je dirais, d'une responsabilité sociale, civile, politique. Donc, des personnes qui ont un pouvoir de par leur rôle, leur poste au sein des institutions, bien, de se servir, si on est en enseignement supérieur, nécessairement, je pense qu'on a une responsabilité collective de viser une société plus juste en rendant non seulement les études plus accessibles, mais aussi tout le parcours qui mène à la diplomation, donc la réussite sous toutes ses formes. Là. Je pense qu'on a chacune notre rôle à jouer. Et bien, si malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes en situation de pouvoir à ce moment-là, bien, c'est de faire pression puis d'être des alliés là, pour essayer de faire changer les choses petit à petit, évidemment. On croit à la théorie des petits pas. Donc, en conclusion, j'espère qu'on est dans les temps. En conclusion, on est allé vite, là, c'était vraiment un petit portrait bref et rapide, mais on se rappelle que ce qu'on voulait faire, c'est vous amener dans le parcours de l'EDI et surtout en quoi l'EDI permet ou favorise la réussite de toutes les populations étudiantes, peu importe leur situation. Donc, j'aurais envie de vous demander si vous avez un mot qui résume ce que vous avez aimé ou retenu de la présentation. Même si, évidemment, il y a beaucoup de choses que vous saviez déjà, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un mot qui vous reste en tête suite à la présentation? Oui. Oui, l'adaptation des établissements, oui, parce que souvent, ça part de eux. Des fois, le changement peut partir d'en bas. Moi, j'étais enseignante jusqu'à tout récemment au collégial, et c'est ça, c'est souvent quand on s'en parle entre collègues, on peut faire un changement, mais c'est le fun quand on a l'appui de nos directions. Ça va beaucoup plus vite dans ce temps-là. On l'a nommé tantôt, là, le fait d'être collectivement ensemble, ça va plus vite. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui avait un autre mot? Peut-être, madame? Oui. Les plantes, OK, super, ça va faire plaisir à Émilie, les plantes. Super, ben oui, c'est une façon là, c'est des images, hein, c'est ça, c'est de simplifier des éléments plus complexes. Puis là, quand on le voit, on se fait comme, ah bien oui, c'est sûr que si je me mets mes rangées de plantes chez nous dans la fenêtre, probablement qu'il y en a une sur deux qui va finir par dessécher, tu sais. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc, super, tant mieux si ça vous a parlé. J'ai compris que vous aussi, là, vous avez hoché de la tête. Tout à fait. L'option, dans le fond, offrir des options, des choix, c'est clair que, comme Émilie disait, ça renforce la motivation des personnes étudiantes, ça c'est clair. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient s'exprimer? Ah oui, désolée, je ne voyais pas avec la lumière. C'est pas grave. La considération des besoins. Oui. Donc, la considération des besoins, donc l'importance, j'imagine, de connaître à qui on parle, à qui on s'adresse dans nos classes ou dans nos établissements. Est-ce qu'il y avait d'autres mains que je n'aurais pas vues? Ça va?
Puis, un mot qui résume ce que vous voulez appliquer à votre pratique, parce que là, j'imagine, on avait fait cette présentation-là, on s'adressait majoritairement à des personnes enseignantes ou conseillers, conseillères pédagogiques. Là, je pense qu'il y a une diversité là, de rôles et de fonctions dans les établissements. Donc, est-ce qu'il y a des éléments que vous dites, ah oui, ça peut s'appliquer à ma réalité, à moi, je peux repartir avec ça aujourd'hui, ou vous n'êtes pas non plus rendu là? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Un truc concret ou que vous faites déjà dans votre établissement puis que ça a bien fonctionné, oui. La valorisation de la diversité, donc comment la rendre de la différence, OK, oui, parfait. Donc, leur donner un petit souffle nouveau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui repartent avec quelque chose ou qui veulent dire, eh bien, moi, on le fait déjà à mon établissement? Ça peut être le fun aussi de se taper sur l'épaule, dans le dos. La roue de l'intersectionnalité pour voir les angles morts dans une équipe. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Super. Fait que l'utilisation d'un outil concret qui, évidemment, est adaptable, là, comme Émilie l'a bien dit, à différents contextes et cultures, là, mais super. Oui. Bien, tout simplement, garder cette réflexion-là et cette discussion-là ouverte, en tout temps, saisir toutes les occasions de pouvoir en parler, discuter, ouvrir, prendre les gens où ils en sont. Nous, on est un peu là. Mais vraiment de garder ce discours-là vivant. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que vous dites, là, parce qu'effectivement, comme Émilie le disait, elle dit, ah, mais vous savez déjà probablement tout ça, on est entre nous presque. Mais ce qui est important, c'est que ça se diffuse, que le message se rende aux oreilles, puis on ne changera pas, on ne convaincra pas les plus récalcitrants nécessairement demain matin, mais le but étant de passer le mot, de continuer à ce que ce soit vivant dans nos rencontres, même si on ne parle pas d'EDI spécifiquement dans l'établissement, dans nos réunions, que ce soit toujours là, qu'il y ait comme une espèce de lumière là, qui s'allume de comment je peux amener les gens à réfléchir à ça. Comment, là, il y a des voix qui manquent autour de la table. Qui sont-elles? Comment les amener à table? Le nommer, en parler. C'est comme ça qu'on va instituer un changement organisationnel. Très intéressant, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer? Oui. Tu l'as bien dit, un peu jouer le rôle d'agent de contamination. Bon, c'est sûr que là, c'est un terme qui a une connotation quand même négative des dernières années, mais au sein de nos équipes, du moment qu'on a découvert un atelier, une formation, quelque chose en ligne, un outil, on peut présumer que les gens autour de nous le connaissent, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, vraiment, en parler pour faire découvrir. Absolument, tout à fait. Je ne pourrais pas être plus en accord. On est tous et toutes des potentiels agents et agentes de changement, là, donc c'est ça, il faut prendre notre rôle au sérieux dans nos équipes de travail. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui. Rechercher des solutions collectives pour répondre aux problèmes individuels et probablement pour créer ces solutions avec les individus qui ont exprimé leurs besoins, tout en mettant les besoins en contexte. Parce que si ça reste juste individu, on dit « Ah, mais c'est un cas isolé ouais. », mais ces cas individuels nous expriment beaucoup sur le contexte et sur d'autres dynamiques que d'autres sujets peuvent vivre et qui sont semblables. Absolument, oui, c'est ça, d'inviter tout le monde autour de la table, pas juste on consulte et après on décide entre nous pourquoi on ne pourrait pas s'asseoir plus de monde autour d'une table et trouver de meilleures solutions encore que celles auxquelles on aurait pu penser en premier. Un dernier, oui? OK. Bien, je vais me permettre de prendre la parole pour... Vous semblez dire, on connaissait déjà tout ça. Mais, personnellement, je vais vous avouer bien franchement que je ne connaissais pas déjà tout ça aussi clairement. Super. Et c'était très clair, très précis. Donc, je voulais vous remercier pour cette très belle présentation. Bien, merci. Je suis contente, en fait. Là. Moi, j'arrivais, puis évidemment, je ne participais pas aux activités du RICEDI avant aujourd'hui. Donc, je ne connaissais pas beaucoup l'auditoire à qui on allait s'adresser, mais je suis contente de savoir qu'il y avait une diversité. Tout le monde avait des niveaux de connaissances différents. Donc, écoutez, tant mieux. Moi, je suis enchantée par votre commentaire. Tant mieux si ça a pu éclairer certains concepts. Vraiment contente. Donc, as-tu un mot de la fin, Émilie? Sinon, moi, j'aurais terminé. Merci. Bien, merci tout le monde. Donc, on espère qu'on a mis la table et qu'on va pouvoir poursuivre nos discussions là, sur la base de ces concepts-là pendant les 2 prochaines journées. Merci beaucoup.